Et on savait que ça vous manquait. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons la chance d'accueillir monsieur François Baroin. François Baroin, vous êtes né le 21 juin 1965 à Paris, ville dans laquelle vous grandissez et où vous faites vos études, notamment au collège Stanislas, au lycée Claude Bernard, puis à l'ISG Paris et à l'université Panthéon-Assas. Homme aux 1000 carrières, vous effectuez diverses professions au fil des ans. Vous êtes tour à tour journaliste chez Europe 1, avocat au barreau de Paris, professeur adjoint à HEC à partir de 2016, et vous travaillez même à la banque Barclays France depuis 2018, établissement d'où vous devenez le président en 2022. Pour ce qui est de la politique, c'est en 1993 que vous rentrez véritablement dans l'arène, en devenant député RPR de la 3e circonscription de l'Aube, à seulement 28 ans. 2 ans plus tard, vous êtes élu maire de la préfecture de ce même département, 3, ville où vous êtes encore l'édile jusqu'à ce jour. Votre engagement dans la politique locale est si fort que vous avez été même président de l'Association des maires de France de 2014 à 2021. Et enfin, pendant 3 ans, vous siégez au Sénat, dans la chambre haute de notre Parlement, mais malheureusement, vous devez quitter cette assemblée en 2017 pour conserver votre mandat local. Et enfin, puisque visiblement votre carrière n'était pas assez incroyable, au cours des présidences de messieurs Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, vous occupez plusieurs postes ministériels. Entre autres, nous pouvons citer ministre de l'Outre-mer de 2005 à 2007, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique de 2010 à 2011, ou encore ministre de l'Économie et des Finances de 2011 à 2012. Très cher public, vous le savez sûrement déjà, mais notre conférence sera organisée en 3 actes. Tout d'abord, nos magnifiques Julia et Paul poseront plusieurs questions préparées en amont à notre invité, notamment pour revenir sur son parcours personnel et politique et sur son opinion sur la vie politique actuelle. Ensuite, notre légendaire Tom présentera la fameuse Minute Réaction, au cours de laquelle notre invité aura tout le loisir de réagir aux différentes images que nous lui proposerons. Et enfin, le moment que vous attendez tous, en trépignant d'impatience, à savoir le temps des questions du public, pendant lequel vous pourrez vous poser vos propres questions à M. Baroin. C'est bien beau tout ça, mais je sais que malheureusement, vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler ce soir. Je ne vous en veux pas. Je vous demanderai juste une dernière chose. Veuillez faire, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour M. François Baroin. Eh bien, Monsieur Baroin, encore merci beaucoup d'être venu ce soir à l'IEP. Nous allons procéder aux premières questions de la part de l'association. Au vu de votre parcours et de votre ancienneté au sein des Républicains, avez-vous songé à vous présenter à la présidentielle de 2022 ou même peut-être plus tard en 2027 ? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation et félicitations à l'association d'organiser ces conférences. Merci de votre disponibilité. Est-ce que j'ai envisagé en 2000, quelle année vous dites ? 2022. 2022, non. Non, j'avais pris cette décision de ne pas y aller. Ensuite, vous avez dit quoi 2027, peut-être plus tard. 2027, alors voilà, c'est une ligne régulière, hein, c'est un train qui passe tous les 5 ans. Et quand je vois Biden et Trump, je peux faire 4 Biden, 5 Trump ou l'inverse. Ça, c'est toujours possible. Après, la présidence de la République, et la candidature ou s'inscrire dans cette compétition, c'est un acte très engageant pour l'instant. Et bon, vous avez rappelé le parcours. Moi, je suis rentré très jeune en politique, j'en ai fait une 30aine d'années. J'avais besoin également de me ressourcer, de me réinventer, de voir d'autres gens, d'autres intelligences, d'autres fonctionnements. Et donc, voilà. Ensuite, la politique, on
On l'a dans les veines, l'engagement public, la volonté de servir, le sens de l'intérêt général, le partage des valeurs, l'engagement gaulliste qui est le mien, la fidélité chiracienne que vous avez également évoquée, je vous en remercie. Tout ça, ça fait partie de mon quotidien. Donc je regarde tout ce qui se passe, je lis tout, je regarde les positions. La politique, elle évolue énormément. Ça a été rappelé, une décision qui a été prise de supprimer le cumul des mandats. Donc il a fallu faire des choix pour des gens de ma génération. Donc j'ai démissionné d'un mandat de parlementaire, me consacrer à l'action locale. On verra bien. Prendre une décision prématurée pour une échéance qui est dans 3 ans, d'abord, c'est très très éloigné du quotidien. Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne suis pas dans cette logique-là aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Deuxième question. Récemment, la loi immigration, largement remodelée par les sénateurs Les Républicains, est entrée en vigueur en France. Qu'en pensez-vous et fallait-il aller plus loin ? Alors, elle est rentrée en vigueur non pas par la modification du travail du Sénat, mais par les décisions du Conseil constitutionnel qui ont été un peu dans les décisions, une instance d'appel sur les problématiques de la difficulté de la majorité à l'Assemblée nationale de trouver un bloc pour accompagner le texte initial du gouvernement. Les modifications, elles allaient dans un sens que souhaite une bonne majorité des Français. Ça ne veut pas dire que la France considère que l'étranger est une menace. Ça veut dire que la France, dans sa capacité d'accueil, ne peut pas accueillir, et c'est un Premier ministre socialiste qui l'avait évoqué, Michel Rocard, sous François Mitterrand, toute la misère du monde. En fond, si on veut accueillir les gens, il faut le faire de manière digne. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas des chiffres ou des statistiques, mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui arrivent ici avec un espoir. On considère parfois que la France est un Eldorado et ne pas pouvoir les loger, ne pas pouvoir les accompagner, ne pas offrir un parcours, crée des niveaux de tension que l'on ne voit pas uniquement dans les quartiers des villes, qu'on voit un peu partout dans le pays. Ensuite, il y a une évolution démographique qui doit faire l'objet d'une réflexion à l'échelle européenne. Cette question, elle ne peut pas être traitée uniquement à l'échelle française, elle doit être traitée à l'échelle européenne. L'Afrique va être peuplée de plus d'1 milliard d'habitants. Plus de la moitié de cette population aura moins de 25 ans. Une partie, pour des raisons climatiques, de ce continent ne sera pas habitable. Donc il y a une partie de la population qui va se concentrer vers le nord et qui aura une aspiration à aller vers l'Europe. Comment, sous quelle forme et dans quelle proportion, ça peut être assez considérable, des dizaines de millions de personnes, comment on les accueille, comment on les écoute. Il vaut mieux plutôt imaginer un partenariat pays par pays et une dimension européenne qui fixe un cadre. Et ce cadre, c'est au fond par rapport aux tensions qu'on a dans un certain nombre de métiers, quels sont nos besoins, le cadre de l'enseignement supérieur, combien de jeunes étudiants on peut également accueillir. Ici, à Saint-Germain-en-Laye, vous avez encore un peu de potentiel. Je vois qu'il y a des travaux, ça réhabilite des bâtiments, tout ça c'est très bien. Mais voilà, il y a certainement ce qu'on appelle des quotas de discussion. Et moi, j'étais depuis très longtemps favorable à un débat sur les quotas. Et on met de côté la problématique de l'immigration et des filières clandestines, où là, c'est presque du trafic humain. C'est impardonnable pour un pays qui est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme et pour lequel on doit être digne vis-à-vis de notre histoire, digne vis-à-vis des hommes et des femmes qui pensent qu'ils peuvent avoir un avenir en France. Or, il est souvent malheureusement fermé à raison de cette tension qui existe et des difficultés d'insertion durable. Et pour vous, c'est un problème pour notre identité? Ça peut poser un risque pour notre identité culturelle, nationale, tout simplement? Moi, je me place plutôt sur le cadre, en fait, moi, je suis un profond républicain et j'essaie de ne jamais m'éloigner de ce qu'est la promesse républicaine. Quelle est cette promesse républicaine? Elle repose sur notre devise, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce ne sont pas que des mots, ça se décline en politique publique. Quand on parle de la promesse républicaine sur la liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle. C'est pour ça qu'il y a un État, une sécurité, un cadre protecteur, etc. Ensuite, le deuxième élément, c'est la promesse républicaine sur l'égalité. Cette promesse, ce n'est pas l'égalité réelle, c'est l'égalité en droit. Ce que promet la République, c'est l'égalité en droit. Est-ce qu'on est capable de proposer ces mêmes droits à tout le monde? Ça, c'est une vraie question. Et puis, quand on parle de fraternité, ça se décline, notamment depuis 1945, sous la forme de politique de solidarité à l'égard des plus fragiles, à l'égard de nos aînés, à l'égard des personnes handicapées. Ce sont toutes ces politiques sociales qui constituent un gros bloc. Et c'est ce cadre-là qui doit être la matrice de la réflexion des politiques publiques, y compris dans le domaine migratoire. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse très intéressante. Passons maintenant à la troisième question. La direction du groupe Canal+ et des présentateurs vedettes, on peut penser à Pascal Praud notamment, était auditionnée ce jeudi 29 février par la commission parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT. Pour vous qui avez été journaliste, est-ce que cela est justifié ou est-ce que cela est plutôt une atteinte à notre liberté d'expression ? Alors, je n'ai pas suivi l'évolution des auditions de Praud et des gens de CNews auprès de la représentation nationale.
Ma compréhension, c'est que c'est une décision du Conseil d'État qui, saisie par une association Reporters sans frontières, a créé les conditions d'un arrêt qui demande à l'Arcom, qui est l'autorité de régulation des médias, de se positionner par rapport aux besoins de pluralité sur une chaîne quelle qu'elle soit. Mais ce qui est valable pour CNews va l'être également en creux pour les autres. C'est-à-dire que les questions que certains se posent vis-à-vis de CNews en disant c'est la chaîne de Bolloré, c'est toujours des gens de droite, parfois même d'extrême droite, c'est ça qui leur est reproché, qui s'expriment et il n'y a pas de diversité. Des gens de droite ou d'extrême droite, regardant la télévision, se posent la même question sur France Télé, en écoutant France Inter, en écoutant France Info, etc. Donc le vrai débat, ça va être quelle va être la portée réelle de cet arrêt du Conseil d'État sur la totalité des besoins de pluralité sur l'ensemble des médias. Or, je voudrais quand même le rappeler, la France est un très vieux pays et qui est peut-être celui qui a le plus donné la définition de la liberté individuelle. Et la liberté individuelle, c'est l'esprit critique, c'est la capacité. Je n'ai pas vu d'obligation de regarder CNews. Donc, si on n'aime pas CNews, on ne regarde pas CNews. Si on n'aime pas France Télé, on ne regarde pas France Télé. Si on n'aime pas TF1, on ne regarde pas TF1. Si on adore koh Lanta, on regarde koh Lanta. Si on aime Pékin Express, on y va. Mais il n'y a aucune obligation. Voilà. Est-ce que c'est une altération de la pluralité? On a un cadre juridique qui est très protecteur. D'abord, on a l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté individuelle et la liberté de la presse. Ensuite, on a le texte du 29 juillet 1881, qui est le grand texte fondateur sur la liberté de la presse et qui n'a pas véritablement changé. En tout cas, il encadre la liberté d'expression, les désaccords qui peuvent exister, la capacité de régulation. Et ensuite, avec l'évolution de l'audiovisuel, il y a eu des instances de régulation qui se sont mises en place. Ça s'est appelé la Haute Autorité, puis après le CSA. Aujourd'hui, c'est l'Arcom. Il appartient sûrement à l'Arcom de rappeler un certain nombre de principes. Mais je veux dire que l'idée au départ, qui était de dire, au fond, on accorde une fréquence à une chaîne qui ne marque pas le pluralisme, va, par généralité, parce que c'est l'esprit du droit français, poser une question sur l'ensemble des médias français. Pardon. C'est un sujet dont on parle souvent à droite. 45% des sympathisants, les républicains, y seraient même favorables selon un sondage Odoxa pour Le Figaro. Pour vous, l'union des droites est-elle souhaitable ou réalisable à un moment où les républicains sont en difficulté, d'après les sondages, vis-à-vis des élections européennes? Je crois qu'on est dans les 8%. Et qu'est-ce qui vous différencie de Reconquête ou du Rassemblement national, selon vous? Bon, c'est un long parcours, hein. Je suis un Chiracien et j'ai grandi en politique sous l'autorité du président Chirac. J'ai mes valeurs également, mon atavisme, ma construction personnelle, celles qui m'ont été transmises par mon éducation. Et je suis profondément gaulliste. Donc j'ai fait partie de ceux, on n'était pas très nombreux, avec, enfin ça vous dira rien, Philippe Séguin, Alain Juppé. Alors oui, vous êtes à Sciences Po, c'est vrai. Donc c'est normal que vous regardiez un peu l'histoire, en tout cas pas celle de la préhistoire, mais celle de l'histoire la plus contemporaine. Mais on a été quelques-uns dont j'ai fait partie. Moi, j'étais porte-parole de Chirac en 95. Qui ont établi un mur infranchissable avec le Front National. Parce que Jean-Marie Le Pen, parce que ses propos dans les années 80, parce que la filiation de ce parti, de cette formation politique, est un héritage direct de l'action française et d'une droite qui s'est construite contre le gaullisme après-guerre, notamment sur la question et la problématique de l'Algérie française. C'est ça l'histoire. Donc le Front National a toujours été pour moi un adversaire politique. Je les ai toujours combattus, je les ai toujours eu en face de moi. Je me suis présenté à 5 élections législatives, j'en ai gagné 5. J'ai été 3 fois en duel avec eux. Au municipal à 3, ça fait 30 ans. Vous n'étiez pas né. Et j'ai toujours été soit en triangulaire, soit en quadrangulaire, soit en quinquangulaire avec eux. Donc ce sont des adversaires politiques. Ce pas des adversaires politiques, pas des ennemis. C'est des gens que je combats à raison de leur histoire, à raison de leur filiation, à la raison également de leur conception, me semble-t-il, de l'évolution de notre pays, qui ne correspond pas ni à mes convictions, ni à mes combats. Je ne crois pas à une vision étriquée, je ne crois pas à une vision bunkerisée, une position française. Je ne crois pas que la France soit unie, je ne pense pas qu'on peut rétablir des frontières un peu partout, je ne crois pas qu'on peut vivre uniquement avec le marché français. Il y a des règles, la finance est mondialisée, l'économie est mondialisée, l'agriculture est mondialisée. Le cadre général, il faut plutôt essayer de réfléchir à un chemin qui ne flatte pas les bas instincts et qui pousse les gens à se replier sur eux-mêmes et à considérer que l'étranger est un ennemi, mais de se repositionner sur une capacité de la France à retrouver son honneur, sa dignité, sa force, sa puissance et sa capacité d'être entendue dans un partenariat européen. Donc je ne partage pas non plus leur vision européenne qui est étriquée, qui se replie. La question de Zemmour est une question qui est maintenant un peu plus identitaire. C'est un
partis politiques n'existaient pas quand j'étais encore en responsabilité, notamment dans les différents ministères. Elle est plus identitaire, elle est plus sociétale, elle place la religion peut-être un peu plus au cœur d'une réflexion politique, c'est respectable. Mais je rappelle qu'on est dans un pays laïque, on est peut-être le seul dernier grand pays laïque, et que notre modèle est assez unique. Et qu'en conséquence, on ne peut pas, me semble-t-il, créer les conditions d'en permanence vouloir placer la religion dans le débat public. Moi, je suis profondément laïque, très attaché à la loi de 1905, très attaché à la séparation de l'Église et de l'État, très attaché à la neutralité de l'État dans l'espace public, dans le service public. J'étais le premier à écrire un rapport qui a, au fond, proposé la loi sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école. Dans ce rapport d'inégale valeur, dans les 12 propositions que j'avais formulées, il y avait également des sujets sur l'uniforme, etc., qui ne sont pas le même sujet, mais globalement une réflexion sur le mieux, le plus on repousse les convictions de ferveur, d'espérance, de croyance au sein de la sphère privée, le mieux la qualité du débat public permettra d'atteindre la cible qui est d'avoir un débat démocratique, contradictoire, d'opposition, mais apaisé, respectueux. Or, lorsque l'on va sur le champ de l'intime, et qu'y a-t-il de plus intime que le choix d'une ferveur, d'une espérance, d'une croyance, ça relève de l'intimité privée. Et je considère que l'ériger en tant que tel, comme un élément civilisationnel, rappelant les racines chrétiennes et qui crée les conditions d'une tension avec ceux qui ne partagent pas cette même ferveur, c'est s'éloigner là aussi de la statue intérieure de la République française. Donc à votre question, est-ce que je fais partie de ceux qui souhaitent une union des droites? Je pense qu'elles ne sont pas conciliables, je pense que ce n'est pas la même histoire, je pense que ce n'est pas les mêmes projets, je pense que ce n'est pas la même réponse au pouvoir actuel, qui est un pouvoir très technocratisé, très centralisé, très déraciné, et pour lequel il faudra apporter des réponses. Mais je ne crois pas que ce soit une addition politique, parce que c'est une fausse idée que de croire qu'en additionnant, allez, on va dire les 8% des estimations pour les LR, pour les européennes, les 29% pour le Rassemblement national et les 7-8%, ça va faire plus de 50%. C'est faux, parce que ce que vous gagnez d'un côté, de toute façon, vous le perdez de l'autre. Et vous perdez surtout le chemin, le fil d'Ariane, le fil conducteur de ceux qui, pour moi, gaullistes et chiraciens, qui ont toujours combattu les extrêmes, parce que je pense que les extrêmes, ça fait faire toujours des grandes erreurs, notamment au pouvoir, eh bien, nous emmènerait dans une impasse. Enfin, il y a quand même plus de différence entre LR et le RN, mais entre LR et Reconquête, il y a plus de points d'alliance, entre guillemets. François-Xavier Bellamy et Éric Zemmour sont tous deux conservateurs. Oui, alors, bon, moi, ma droite, elle est gaulliste, elle est chiracienne, elle est sociale. J'étais ministre de Nicolas Sarkozy et je ne m'excuse rien de ce que l'on a fait. Voilà, moi, je considère qu'on est un parti de gouvernement, qu'on a une grande histoire, qu'on a dirigé le pays pendant de très nombreuses années, qu'on a vocation à rassembler. Et on ne peut pas rassembler sur un segment qui est respectable, mais qui ne peut pas aujourd'hui imaginer obtenir une majorité. C'est un segment d'une droite, c'est une partie de la droite, ça ne peut pas être toute la droite et ça ne peut pas parler à une majorité de Français. Or, le projet pour les LR, ça doit être, parce que c'est un parti de gouvernement, de redevenir majoritaire, de diriger le pays. Vous pensez que c'est possible, qu'il y ait encore cette possibilité, même à l'échelle nationale, parce que bon, les scores qui se sont succédés sont assez mauvais quand même. Et donc, Oui, mais ça c'est incontestable, cette information vous est parvenue comme à nous. oui. Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, les partis politiques, c'est une chose, les courants de pensée, c'en est une autre. Un parti peut s'effondrer et puis renaître de ses cendres à partir du moment où le courant de pensée qui l'irrigue, qui le féconde, est un courant de pensée qui parle à une majorité. Donc le jeu, c'est plutôt d'entretenir ce courant de pensée, de le faire vivre. Ce type de conférence, et un peu partout en France, permet de faire vivre ces idées-là. Et ensuite, il y a la problématique de l'incarnation, ça je le mesure bien, mais je crois qu'un courant de pensée, de toute façon, ne meurt pas. Le courant de la gauche et la droite, malgré ce qui a été dit dans la Constitution du en même temps, qui pour moi a toujours été la négation des convictions. Enfin, je veux dire, la démonstration de la négation des convictions, c'est en même temps. Non, tout ne se vaut pas. Des gens de gauche, ils sont respectables, ils ont des croyances, ils ont des pensées, et ça a constitué un mur porteur de la République française. Et la droite, gaulliste, essentiellement, qui a dirigé, notamment depuis 1945, est un autre mur porteur. Donc,
inévitablement, ces courants, ils vont se reconstituer. Quand le en même temps va peu à peu disparaître, puisqu'on connaît son obsolescence programmée avec le fait que le président Macron ne peut pas se représenter, à partir de la sortie de l'été, vous aurez des débats qui vont se rouvrir. La social-démocratie voudra se repositionner, les formations gaullistes voudront se repositionner, la problématique du centre-droit, de la démocratie chrétienne, du mouvement des radicaux de gauche, des radicaux de droite, tout ça, c'est des courants de pensée, ça existe. Et ça va se reformer. Bien malin qui peut dire de quel côté ça va tomber, mais il ne faut pas croire que la réponse pour revenir aux affaires, soit l'addition des 3 formations dites de droite, parce qu'une addition en politique, ça n'est pas une science exacte, puisqu'on parle de sciences humaines, de courant de pensée et de réflexion des gens par rapport à leurs besoins et par rapport à l'idée qu'ils se font de leur pays dans les années à venir. Merci, Monsieur Barouin. J'ai épuisé et mon temps de parole et Non, pas du tout. le secrétaire général. Passons tout de suite à notre interlude, donc la minute réaction. Je vais vous rappeler le principe. Donc, une photo, une image que je vais rapidement contextualiser, que vous allez devoir commenter en un temps assez court, puisque on vous demande de faire environ 1 ou 2 minutes, mais on ne sera pas regardant si vous dépassez un petit peu. Donc, passons sans plus tarder à la première image, qui est celle de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, dont vous avez été notamment ministre à plusieurs reprises. Il a fait l'actualité récemment, puisqu'il a été condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis, dans le cadre de l'affaire Big Malion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet ancien président de la République ? Je ne porte pas de jugement sur la procédure judiciaire. Je ne suis pas compétent, je n'étais pas son avocat et je n'ai pas regardé dans le détail le dossier. Je peux dire que moi, je suis un Chiracien historique et j'étais porte-parole de Chirac quand lui était porte-parole de Balladur. Donc les premières années, on ne les a pas passées ensemble pendant l'été pour nos vacances. On a été plutôt à distance et plutôt en rivalité. Il n'est pas tout à fait de la même génération, il a 10 ans de plus. J'ai toujours trouvé chez lui une force de vie, une passion de la vie, une énergie hors norme. Et lorsqu'il m'a appelé avec Alain Juppé pour réconcilier le camp de la droite, pour le coup, au gouvernement, Juppé aux affaires étrangères et moi au ministère du budget, j'ai aimé travailler avec lui. C'était un vrai leader. On était confronté à une crise financière extraordinairement difficile, où le sol se dérobait sous les pieds et où l'euro était menacé de disparition, c'est-à-dire les économies des gens, de vos parents, de vos grands-parents, l'ensemble du dispositif économique était menacé d'implosion. Et par son leadership, par sa capacité d'entraîner, par sa compréhension de ce qui se passait dans le monde, par la capacité de réponse que l'on a mis en place à travers notamment le traité budgétaire dit Merkel-Sarkozy, il a été à la hauteur de la mission et du mandat que les Français lui avaient confié. Donc j'ai beaucoup de respect pour son action au service du pays. Merci bien. Passons désormais à la deuxième photo, qui est celle de Rachida Dati, qui elle aussi marque l'actualité, puisqu'elle a été exclue des Républicains à la suite de son entrée au gouvernement Attal, notamment dans le ministère de la Culture. Ce sont des choix personnels, ils sont tous respectables, ce ne sont pas les miens et ce ne seront jamais les miens. Je pense que quand une famille est en difficulté, c'est le cas des LR, le premier réflexe quand sa famille est en difficulté, c'est de se rapprocher de sa famille, pas de s'en éloigner. Je vous remercie. Passons à la troisième image qui relate un fait divers qui avait un petit peu ému la France, puisqu'il s'agit de Josiane, une femme de 66 ans, qui est décédée le jeudi 8 février 2024, après avoir passé 10 heures à attendre aux urgences de l'hôpital d'Aubonne, dans le Val d'Oise. Sa famille a porté plainte par la suite pour non-assistance à personne en danger. Selon vous, comment en est-on arrivé là ? Je pense qu'à Aubonne, comme un peu partout en France, il y a une addition de complexité au sein de l'hôpital public national qui fait qu'on est en grande tension dans tous les hôpitaux de France. La cause, on peut la connaître, il y a eu 2 éléments de réforme, les 35 heures qui ont modifié en profondeur le cadre général de l'application au travail dans la fonction publique hospitalière. Et le deuxième paramètre a été la modification, et ça c'était les réformes Kouchner, quand il était ministre de la Santé, sur notamment le numerus clausus et l'absence de production en nombre par rapport à l'évolution démographique de notre pays. On a gagné quelques millions d'habitants, et donc quelques millions d'habitants
par anticipation, ça veut dire mettre en place des politiques publiques adaptées à l'évolution des besoins démographiques. C'est vrai pour les collèges, les écoles, les lycées, c'est vrai pour l'enseignement supérieur, c'est vrai également pour tous les services publics. La santé est évidemment au premier rang de ces services publics. Et donc ces services publics sont dégradés. On manque de médecins, on le sait. On manque d'infirmiers, on le sait. On manque également de personnel technique. L'hôpital, c'est en général le premier employeur d'un département. C'est en général le premier investisseur public d'un département. Et une partie des projets d'établissement ont été, au fond, nourris en fonction d'une logique que je qualifierais de la parfaite synthèse des trois mots, c'est-à-dire des trois grandes difficultés françaises, et qui se portent dans la signature du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est le plus grand producteur de normes et de règlements, donc ça peut être très bloquant dans certaines dispositions. Peut-être que c'est ce cas. Le deuxième point de ce ministère, c'est que c'est un régulateur budgétaire toujours à la baisse, dans le cadre de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et donc, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, une fois que la loi de finances a été votée, la loi de financement de sécurité sociale, très souvent, le ministère de la Santé prend des décrets pour couper les vivres, notamment sur le poste budgétaire qui est le plus élevé, qui est celui des médicaments. Ça représente 35-40% des postes de dépenses de santé. Et le troisième élément, c'est que c'est ça qui est incroyable, c'est que le ministère de la Santé française est hospitalo-centré. Or, 90% des actes de soins en France relèvent de la médecine générale et qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est-à-dire que même sur 10% de l'effort produit par le ministère qui est chargé de réguler tout ça, on n'a pas été capable d'atteindre des objectifs qui provoquent ce type de drame. Et je peux comprendre que la famille, à cet âge qui est relativement avancé au compteur de la vie, mais qui n'est pas non plus celui où il y a le plus de difficultés liées au grand âge, 66 ans, je peux comprendre que la famille souhaite comprendre et savoir. Je vous remercie. La quatrième photo, c'est celle d'un autre président de la République, Jacques Chirac, dont nous allons bientôt commémorer le 5e anniversaire de sa mort. On le présente régulièrement comme votre mentor politique. Qu'en est-il vraiment ? Alors c'est vrai, il se trouve que mes relations avec Jacques Chirac étaient d'abord personnelles avant d'être politiques, parce que il se trouve que Jacques Chirac était un copain de promo de Sciences Po de mon père, donc je l'ai connu tout petit. Il est né à la maison, c'était un homme absolument charmant. Alors je savais pas très bien ce que c'était que président de parti, Premier ministre, j'avais 9 ans. Mais je voyais cet homme chaleureux, je me souviens que je lui avais demandé un autographe, et puis il m'avait mis ses grandes mains, parce qu'il y a des très grandes mains sur mon crâne qui était tout petit, parce que j'étais gamin. Et donc, voilà, il a toujours fait partie de la famille, du paysage. Je l'ai dit également en répondant à des questions, il se trouve que c'est lui qui m'a appris la mort de mon père, qui était décédé dans un accident d'avion. Donc naturellement, notre relation a évolué dans une intensité de relation d'homme. Et c'est lui qui m'a encouragé à faire de la politique, avec une phrase. Et si vous faites Sciences Po, c'est que vous êtes quand même intéressé par les valeurs, notre pays, son histoire et sa projection, et puis ce que vous voulez en faire, d'être la formation de l'élite du pays des années à venir. Il m'a dit, écoute, le pays t'a donné, maintenant tu vas lui rendre. Et pour lui, le meilleur moyen de lui rendre ce que le pays m'avait donné, c'était de m'engager en politique. Et je me suis engagé en politique sur cette phrase. Je me suis engagé en politique sur la base de la confiance personnelle et individuelle qu'il avait réussi à structurer par son côté protecteur et accompagnateur dans des moments évidemment de grande épreuve pour un jeune homme. Et je me suis engagé pour les valeurs qu'il portait, qui ont toujours été les miennes, et pour lesquelles je me suis reconnu. Et j'ai été très honoré, évidemment, d'être son porte-parole dans l'épopée de 95. Et j'étais extraordinairement fier de le servir comme conseiller, comme porte-parole de son gouvernement, comme son ministre de l'Outre-mer et comme son dernier ministre de l'Intérieur. Merci pour ce témoignage. Et si je puis rajouter quelque chose, c'est un homme que je n'ai pas vu changer sous l'exercice du pouvoir. Et Chirac avait des passions très intimes, extrêmement pudiques, mais qu'il a réussi à accepter de mettre au grand jour quand il a par exemple créé le musée Branly, où il révélait sa passion pour les arts premiers. Et dans cette passion pour toutes les civilisations éloignées géographiquement d'un pays comme la France, c'était le cas du Japon. Et il était passionné de sumo, comme chacun le sait. Sumo, les combats. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez cette passion pour le sumo ? Et il me dit, écoute, quand ces géants arrivent sur le cercle du combat, se tapent les cuisses, jettent leurs pieds sur le sol avec une grande violence, et puis ensuite jettent le sel dans le centre du combat pour éloigner les mauvais esprits qui pourraient altérer le cadre général de leur combat. Je n'ai jamais croisé une telle intensité dans un regard humain, au moment où les deux combattants se font face.
Et au fond, Chirac, c'était ça. Il cherchait l'intensité d'un regard humain, quelle que soit la position sociale. Et il avait une attention vis-à-vis des plus fragiles, une disponibilité. Il était capable de consacrer 4 heures pour aider une personne qu'il ne connaissait pas, mais dont il avait, en croisant le regard, éprouvé un besoin d'empathie compassionnelle qui l'a amené à toujours se mettre à disposition des autres. Merci pour ce témoignage. Passons désormais à la 5e image, qui est celle de la devanture du collège Stanislas, qui a encore lui aussi marqué l'actualité, étant donné que l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Madame Odélia Castéra, y avait scolarisé ses enfants. Nous l'avons choisi puisque vous-même, vous êtes passé par le collège Stanislas. C'est notamment là-bas que vous avez fait la rencontre de Jean-Michel Blanquer, qui sera dans le futur, lui aussi, ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette polémique ? Bon, d'abord, c'est émouvant parce que ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu collège Stanislas au frontispice ainsi. Alors après, je précise que j'ai quitté Stan, on est en 1982, c'est-à-dire que vos parents étaient eux-mêmes très jeunes et donc n'avaient pas encore croisé le regard qui allait permettre de constituer le foyer de votre arrivée. Donc ça fait un bon moment et ça fait un long moment. Moi, j'ai adoré mes années à Stan parce que d'abord, on était jeunes et ensuite, Stan, ça fabriquait des amitiés. Et vous avez raison de rappeler, j'ai croisé Jean-Michel Blanquer, qui est devenu mon meilleur ami, et on se connaît depuis l'âge de 8 ans. On était au CM2 et dans cette classe de CM2, on a gardé, je sais pas, peut-être une dizaine de personnes que l'on continue de voir, dont on a accompagné les enfants, on est parrains, marraines, les uns des autres. Donc, il y a un état d'esprit Stan. Est-ce que cet état d'esprit est resté ? Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis très reconnaissant à cet établissement de nous avoir permis d'abord de nourrir les meilleures et les plus belles des amitiés, c'est le cas avec Jean-Michel, et de nous être formés, je crois aussi, à la rigueur, à l'exigence, au travail et à la volonté de servir. Après la polémique, je l'ai vu à distance à la télévision, comme tout le monde. Voilà, je pense qu'il y a une maladresse incontestable, parce que tout comme je l'évoquais sur l'espérance, la croyance, son engagement religieux, ça relève de l'intimité, tout comme le disait Gisèle Halimi, au début des années 80, conscience sur les orientations sexuelles de tous ne s'impose pas à la conscience des orientations sexuelles d'une personne. Ça relève de l'intimité. Le choix de mettre ses enfants dans l'école privée ou publique, parce que c'est un service public, et la France et la République française, depuis 150 ans, offrent un service public qui peut être effectué soit par une mission publique, soit par une mission privée, mais sous contrat, puisque l'éducation est nationale. Donc je ne vois pas le problème de pouvoir, lorsqu'on est ministre, dire sincèrement qu'on met ses enfants dans le privé pour des raisons qui n'appartiennent qu'à l'élément du dialogue singulier qui existe entre les deux parents vis-à-vis de leur enfant. Et ce n'est pas dénigrer l'école publique que de dire qu'on met ses enfants dans le privé, de même que ça n'est pas m'offuter l'école privée que de choisir l'école publique pour ses enfants. Enfin, pour la dernière image, c'est celle de bousculade entre agriculteurs et gendarmes au Salon de l'Agriculture 2024, au moment de l'arrivée du président de la République, qui était d'ailleurs sous haute escorte policière. Monsieur Barouin, pour vous, cette image, elle est le symbole de quoi ? Alors, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Elle est le symbole de deux choses. D'abord, je pense de la mauvaise compréhension du rôle et de la place du monde agricole, de la puissance agricole dans un grand et vieux pays comme le nôtre. On le dit souvent, l'histoire est dans la géographie, et la géographie de notre pays lui crée sa puissance, puisque on a cette ouverture sur plusieurs mers, et on est la porte d'entrée du Nouveau Monde et la porte d'accueil du continent européen. Mais on est aussi, par la qualité de nos terres, l'un des pays, et par son équilibre, qui est capable de produire tout ce dont une population humaine a besoin pour se nourrir. Et d'ailleurs, l'alimentation est l'un des premiers droits de l'homme. Jacques Chirac évoquait, à propos de l'agriculture, le pouvoir vert, non pas le pouvoir vert sur le plan politique, le pouvoir agricole, le pouvoir alimentaire. Le pouvoir alimentaire est un élément de diplomatie, d'abord un élément d'autosuffisance, de protection de son peuple, mais aussi un élément de puissance par la capacité exportatrice qu'ont nos exploitants agricoles et qu'ils ont eu pendant longtemps. Je dois à l'hérité de dire que je suis très
très triste de voir que depuis plusieurs années, avec une grande bascule probablement au moment de la réforme de la PAC, on est passé d'un système administré protecteur à un système beaucoup plus ouvert. La PAC n'a pas été défendue comme elle devait l'être par les précédents présidents de la République et par celui-ci en particulier. La PAC, qui représente un élément très important et substantiel de l'équilibre du budget européen, c'est d'abord la politique agricole de la France. La France est le plus grand pays agricole de l'Union européenne et de ce point de vue doit être considéré comme étant dans le domaine réservé du président de la République. Donc c'est à lui de prendre les choses en main, c'est à lui de négocier à l'échelle européenne, c'est à lui de ne pas accepter les surtranspositions, c'est à lui de ne pas accepter les directives et c'est à lui de constater qu'au bout de 7 ans, sa part de responsabilité est engagée par rapport au malaise agricole. C'est vrai que le taux de suicide est insupportable pour tous les élus de terrain dont je fais partie. Dans les départements moyens français, 300 000, 400 000 habitants, 80% du territoire a une vocation rurale et une partie de cette puissance du PIB, c'est une vocation agricole. C'est une dégradation vertigineuse. Ensuite, ma compréhension, c'est que le point de débat de cette protection de CRS du président de la République, parce qu'il faut protéger le président de la République, c'est bien normal, au Salon de l'agriculture, c'est une maladresse pour laquelle je n'ai pas encore trouvé l'origine. En tout cas, je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé, où des conseillers du président de la République invitent, après 3 semaines de lourds mouvements agricoles, à la veille du salon agricole, les pires ennemis des agriculteurs, c'est-à-dire les soulèvements de la terre. C'est-à-dire des révolutionnaires, ni Dieu ni maître, et qui considèrent que l'agriculture est l'objet de tous les combats qu'ils doivent mener, puisque c'est eux qui sont, de leur point de vue, à l'origine de la dégradation du climat. Donc on peut comprendre que les agriculteurs aient été de fort méchante humeur à l'annonce de l'idée qu'on puisse inviter, pour un débat qui se veut positif et sortir par le haut de l'agriculture, ce type de partenaire, on va dire. Nous vous remercions pour cette minute réaction et allons sans plus tarder passer aux questions. Eh bien oui, merci pour vos réponses à notre minute réaction et repassons aux questions. Récemment, les débats autour de la question de l'arc républicain ont pu nous diviser. Que ce soit par exemple avec la venue de Marine Le Pen à la panthéonisation de Missak Manouchian ou bien à la venue des élus insoumis à l'hommage des victimes des attaques du 7 octobre qui a eu lieu le 7 février. Ces partis sont-ils constitutifs de l'arc républicain selon vous ? Alors, j'ai une lecture assez simple. La République est le cadre général du régime sous lequel nous exerçons tous les uns les autres notre liberté, notre vie, et le cadre démocratique est le principe qui a été retenu comme étant celui qui permettait d'être dirigé, mais sur une base de représentation. Donc on a un modèle de représentation. Ce n'est pas tous les Français qui dirigent le pays, mais il y a une élection, et c'est ça le fait démocratique. À partir du moment où des gens passent par la case démocratique et sont élus, ils font partie du cadre démocratique, et donc naturellement sont dans le débat républicain. Après s'arroger le droit de trier les uns les autres, c'est peut-être prendre le risque de créer des amalgames. Le projet de LFI est un projet porté par Jean-Luc Mélenchon qui vise à déstabiliser les institutions comme étant les éléments du mur porteur de ce que j'évoquais tout à l'heure, concernant à la fois la nature du régime. Voilà. Mais ils sont passés par la case élection, donc ils sont dans le débat démocratique, on peut les contester, on peut les combattre. Pour ma part, ça fait partie des gens vraiment que je combats, parce que je vois bien la menace que représente leur projet dangereux. Je n'aime pas leur discours sur la police, je n'aime pas leur discours sur la sécurité, je n'aime pas leur position. J'ai détesté les positions de silence sur le drame du Hamas et le pogrom que le Hamas a effectué en Israël. C'est quand même le plus grand nombre de juifs qui ont été tués depuis 1945. Ne pas accepter de dire les mots, ne pas souligner le caractère terroriste de cette organisation, comme l'Union européenne le fait, comme les États-Unis le font, c'est se mettre dans un champ d'un débat qui est différent. Voilà, mais ils sont dans le débat, ils doivent être combattus avec les idées, avec le poids des mots. Le Rassemblement national est passé aussi par la voie de l'élection. C'est le premier parti d'opposition. Il est dans le débat. C'est un adversaire politique. Je le combats, j'essaie de développer des idées. Lorsque j'étais dans le débat public, je le fais à l'échelle locale. C'est un débat démocratique.
Donc tout ce qui passe par la case démocratique, de mon point de vue, fait partie du débat démocratique et donc a vocation à conforter la solidité, parce que j'ai confiance en lui, du socle républicain. Donc il ne faut pas avoir peur du débat et il ne faut pas stigmatiser les uns les autres. Ensuite, sur les questions des 2 hommages, ce n'est pas inintéressant. La famille de M. Badinter avait clairement dit qu'il ne voulait pas la présence du Rassemblement national, puisque pour la famille de M. Badinter, ce sont les héritiers du Front National, donc de Jean-Marie Le Pen, qui a été l'un des pourfendeurs les plus importants dans le débat public des années 80, des positions de Robert Badinter lorsqu'il était ministre et garde des Sceaux. Le Rassemblement national a entendu ce message, n'y est pas allé. Mais c'était aussi la même chose pour les gens de LFI. Eux, ils sont allés. Je dirais que c'est presque une question d'éducation. Moi, je considère que quand quelqu'un meurt, la voix de la famille, elle est importante et on doit l'entendre. L'hommage à la reconnaissance de la filiation communiste de la résistance française, de Manoukian et de ses compagnons d'infortune et de douleur et de souffrance, si jeune, c'est un collectif qui s'est exprimé et qui a dit sa volonté de ne pas... C'est pas tout à fait la même chose, un collectif et une famille proche qui peut souffrir dans sa chair très directement de la présence de quelqu'un ou d'un mouvement qui correspond à un ennemi que la personne décédée a toujours combattu. Donc je ne les mettrai pas sur le même pied. Vous avez été à la fois député, sénateur et vous êtes encore maire et ministre également. Dans quel mandat ou quelle fonction vous êtes-vous senti le plus utile ? Alors c'est clairement le mandat que j'ai conservé. C'est le dernier mandat que j'ai conservé, celui de maire de Troyes. J'ai bien aimé le Parlement, mais je dois la vérité de dire que quand on appartient à la majorité, il faut plutôt être solidaire. Donc on lève d'un côté le bras, et quand on appartient à l'opposition, il faut aussi affirmer ses convictions d'opposition. Donc on lève plutôt l'autre bras. J'y ai éprouvé parfois un peu de lassitude dans ce type de mouvement de gymnastique répétitif, mais à peu près attendu. Les ministères, j'ai adoré servir l'État. J'ai aimé me battre pour une cause qui était plus grande, évidemment, que ma petite et modeste personne. Dans les ministères, je pense que celui, ça va vous étonner, qui m'a le plus intéressé, c'est le ministère de l'Outre-mer, parce qu'il est humain, parce que vous avez 2,5 millions de compatriotes qui vivent au bout du monde et sur la base des mêmes valeurs et qui ont les mêmes problèmes qu'en métropole, mais multipliés par 3. Il y a 3 fois plus de contrats aidés, il y a 3 fois plus de chômage, il y a 3 fois plus de difficultés d'accès au logement, il y a 3 fois plus d'infrastructures qui nécessitent d'être investies et accompagnées et rénovées. Donc c'est absolument passionnant. J'ai été heureux et fier d'être ministre de l'Intérieur parce que je suis une famille de policiers. Donc, mon grand-père était gardien de la paix, mon père était commissaire de police. Et donc, je trouvais pas mal que le petit-fils soit ministre de l'Intérieur. Enfin, voilà, Et puis, j'aimais l'idée d'être le dernier ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, comme lui le fut de Georges Pompidou. Pompidou était le mentor de Chirac. Chirac fut le mien. Donc, j'aimais bien cette histoire. On se raconte cette histoire et celle-ci en fait partie. Mais de très loin, le mandat qui correspond le plus et le mieux peut-être à l'idée que je me faisais de la politique avant d'y rentrer, c'est quand même effectivement le mandat local. Parce que vous êtes un animateur d'équipe, vous devez d'avoir des idées, il ne faut pas s'excuser d'avoir des idées personnelles. On a tort, on a raison, mais ensuite on les confronte aux élus qui vous font confiance, on les confronte à la population, on corrige avec humilité, on essaie d'améliorer, puis après il faut un peu de courage, on assume les choix, on essaie de ne pas augmenter les impôts, et puis ce que j'ai fait pendant 20 ans, et de développer un territoire qui n'a pas le bord de mer, qui n'a pas la montagne, qui n'a pas tous les atouts, et se consacrer pleinement et entièrement au service du développement de cette ville qui était ma ville d'enfance. Voilà, c'est peut-être là où j'ai le sentiment que mon utilité, hein, si tant est qu'on puisse le dire ainsi, est encore présente à leur côté. Merci pour votre réponse. Nous avons encore une question, puisque aujourd'hui, nous savons que le Congrès s'est réuni à Versailles et s'est prononcé sur la constitutionnalisation de l'IVG, quelque chose qui semble avoir divisé les élus de LR, de l'Assemblée nationale et même du Sénat. Quelle est votre opinion sur la question et aussi la situation des LR ? C'est une question qui est extrêmement difficile parce que prendre une position contre la constitutionnalisation de l'IVG, c'est donner le sentiment dans un débat aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les médias en boucle, de dire, parce qu'il n'y a pas de place pour la nuance, au fond on est contre l'IVG. Or le débat de la constitutionnalisation sur l'IVG n'est pas un débat pour ou contre l'IVG. Cette question elle ne se pose pas pour le coup dans le débat public. Je n'ai pas vu une personne dire véritablement qu'il est contre. On peut avoir des débats éthiques, personnels, intellectuels sur les 14 semaines. Même quand on n'est pas médecin, voir
voilà, l'évolution d'un embryon de 14 semaines. On sait qu'il y a la boîte crânienne, on sait que le cœur bat depuis de nombreuses semaines déjà, on sait que les cellules se sont formées. Donc ça, il peut y avoir des débats. Mais voilà, il faut un très haut niveau de réflexion. Je pense que les médecins sont les mieux à même de nous expliquer ce qu'il en est et donc d'éclairer le débat. Ensuite, la question, est-ce qu'il y avait une menace sur l'IVG? Aujourd'hui, non. Mais je peux comprendre que ceux qui ont porté ces textes se disent, mais si demain le pouvoir est moins démocratique, le cadre est moins républicain, un pouvoir autoritaire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une remise en cause de cela? Et l'exemple américain ou les débats qui ont existé aux États-Unis ont peut-être nourri la volonté de la part de ceux qui ont porté ces textes de la constitutionnalisation. Après, le débat qu'il y a eu pour les LR, ce n'est pas un débat sur pour ou contre l'IVG. Je rappelle que l'IVG a été fait sous l'autorité du président Giscard d'Estaing. Enfin, en tout cas, l'autorisation, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Le Premier ministre s'appelait Jacques Chirac et la ministre, c'était Simone Veil. Donc c'est un pouvoir de droite qui a fait cette avancée sociale absolument extraordinaire. Et on n'a pas à s'en excuser et on peut en être fier. Donc il n'y a pas d'incohérence entre le moment où, dans les années 70, ce texte est voté, qui est une grande avancée, portée par la droite, toute la droite, exclusivement par la droite d'ailleurs, puisqu'on était ultra majoritaire à l'époque, et la constitutionnalisation. Ma compréhension, c'est que le débat au Sénat sur cette question de la Constitution portait sur l'équilibre juridique défini à travers le mot « offre une garantie ». Et parce que la question de la garantie de l'IVG dans la Constitution pose en miroir la question de la clause de conscience d'un médecin qui ne voudrait pas pratiquer cet acte, soit parce que les 14 semaines retenues dans la loi le heurtent en tant que médecin, mais on ne s'élève pas au-dessus d'une condition, il n'y a que les médecins qui peuvent y répondre, soit parce que d'autres sujets l'amènent à faire jouer sa clause de conscience. Et le débat juridique qui va aller ensuite avec la constitutionnalisation de l'IVG, qui à la fin des fins est une bonne chose. Et si j'avais été parlementaire, je l'aurais voté sans aucune interrogation. Mais j'aurais écouté les arguments que j'ai entendus pour comprendre pourquoi il n'y a pas de réserve sur l'IVG, il y a une réserve sur le fait que le médecin doit toujours rester libre vis-à-vis du serment qu'il a prêté, qui est le serment d'Hippocrate, sur cette capacité de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, de prodiguer ou d'effectuer ce type d'acte. Et enfin, dernière Donc il n'y a pas de problème au sein des LR, c'est ça que je veux dire, quoi. Enfin, dernière question pour ma part. Vous qui apparemment adorez chasser, quelle est votre opinion sur le combat des écologistes pour interdire cette pratique? La chasse est un acquis révolutionnaire. Souvent d'ailleurs, partie de ceux qui sont contre se drapent dans les vertus des acquis sociaux pour dire c'est pas possible. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme pour la chasse. La chasse est un élément de culture, c'est un élément patrimonial, c'est un élément d'histoire, c'est un élément au fond presque multiséculaire. Et pour un pays comme la France, la chasse est un héritage de la Révolution française. C'est un acquis social, c'est un acquis républicain. On ne le dit pas assez. Parce qu'une bonne partie du débat sur la liberté individuelle avant 1789 s'était formée par ceux qui cultivaient les terres, mais qui n'en avaient pas le droit de chasse, parce que c'était les seigneurs qui avaient le droit de chasse. Et d'ailleurs, lorsque la Déclaration des droits de l'homme a été écrite, elle a été écrite dans son article 17 sur la définition de la propriété est un droit imprescriptible pour permettre à celui qui est propriétaire d'exercer son droit de chasse et son droit de se nourrir. Ensuite, il y aura toujours la chasse, il y a des problématiques de régulation, puis il y aura toujours des traditions à perpétuer. Ensuite, ceux qui n'aiment pas la chasse, il faut le comprendre, le respecter, s'incliner. Ça peut être par méconnaissance, mais on voit aujourd'hui une contre-évolution. Il y a de plus en plus de nouveaux et de jeunes permis de chasse. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent, à travers la chasse, mieux comprendre leur environnement et s'inscrire dans cette perspective de tradition et au fond de maîtrise de l'évolution environnementale. Et dans cet environnement, il y a d'autres espèces. Et ces espèces, par ailleurs, dans un pays modernisé, doivent être régulées. Vous voyez les sujets aujourd'hui qu'il y a sur les sangliers en ville. D'ailleurs, je me souviens qu'à Saint-Germain-en-Laye, il y avait des battues qui avaient été menées dans la périphérie de Saint-Germain-en-Laye parce qu'il y avait des problématiques de surdensité de population de sangliers autour. Donc il y a aussi une action utile des chasseurs dans l'équilibre de ces espèces. Merci beaucoup pour ces questions. On va passer aux questions du public. Maintenant, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour.
Merci Monsieur Barouin pour votre présence aujourd'hui et pour cette conférence qui est extrêmement intéressante. On peut parler de fond. C'est vrai que c'est pas toujours simple de pouvoir parler de fond dans les conférences parce qu'on est parfois pris par les polémiques. La question qui est la mienne, c'est sur la question de la démocratie. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, selon vous, le pouvoir actuel est trop technocratique et déraciné. Donc la question qui est la mienne, c'est comment, selon vous qui avez exercé le pouvoir exécutif à peu près tous les niveaux, on peut remettre de la démocratie et rapprocher la décision des citoyens, en tout cas des personnes qui vont subir les conséquences des décisions qui sont prises. Est-ce que c'est par la démocratie participative, les budgets citoyens, le référendum d'initiative citoyenne? Est-ce que les COP régionales, par exemple, qui associent les acteurs économiques et sociaux, peuvent être un moyen pour cela? Voilà. Quelle est votre opinion sur cette question-là? Pardon, tous ces points que vous avez évoqués, ça fait partie des pistes. Moi, j'en ai une plus personnelle qui est liée à ces expériences, et notamment quand j'étais président des maires de France. Je pense que l'État n'est plus en situation de pouvoir assumer toutes ses missions dans tous les secteurs. Il n'en a plus les moyens. Je rappelle qu'on est à plus de 3100 milliards de dettes, c'est-à-dire qu'on est à 115% de dettes rapportées au PIB. Donc on est dans la catégorie de l'Italie, de l'Espagne, c'est-à-dire qu'on a très peu de moyens. N'oubliez jamais que plus de 25% des retraites sont financées par l'emprunt. Plus de 25% des boîtes de médicaments que vous consommez tous les jours sont fonctionnées par emprunt. C'est-à-dire que c'est quand même un gage qui est pris sur la génération qui suit. Et ça structure du déficit, ça structure de la dette. N'oubliez pas que la France est le pays qui a le déficit rapporté à son budget le plus élevé cette année, que c'est le premier emprunteur au monde pour financer ses politiques publiques. On va mettre sur les marchés de l'ordre de 280 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme. C'est le pays qui va emprunter le plus sur les marchés pour financer ses politiques publiques. Et donc la question des moyens est une question quand même fondamentale. Ensuite, je pense qu'il y a une question d'organisation des pouvoirs publics. J'évoquais le mal du ministère de la Santé, c'est-à-dire un producteur de normes. J'ai parfois le sentiment que l'État ne survit que par la production de normes et règlements qui permet de justifier encore son existence dans un certain nombre de secteurs et pour lesquels on pourrait faire mieux. Donc moi, je plaide depuis longtemps pour une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui serait une nouvelle génération de ce qu'on appelle la décentralisation. Alors c'est un peu technique, c'est pour ça que je préfère l'appeler une nouvelle organisation des libertés locales. Je pense qu'un élément de réponse, oui, c'est une participation citoyenne plus importante. Oui, ça peut être favoriser des référendums d'initiative locale avec une voie juridiquement stable et qui peut être opposable. Mais je pense profondément qu'il faut alléger l'État sur un parquet de missions et le donner à d'autres acteurs. On peut penser à la santé du côté de la région. Pourquoi pas imaginer un président de région qui coprésiderait les agences régionales de santé et qui fixerait un cadre des schémas d'investissement qui serait prioritaire et qui serait déjà au plus proche des bassins de vie. La problématique de la personne dramatiquement morte et qui endeuille sa famille, qui a porté plainte, aurait pu voir peut-être dans 10 ans avec une région qui pilote une partie de la stratégie d'investissement des hôpitaux, une réhabilitation des urgences avec un peu plus de moyens, peut-être des médecins également qui peuvent être complétés dans leur rémunération par les collectivités locales et qui auraient eu une présence supérieure. Donc je pense que la santé, le médico-social, je pense qu'il faut trancher. Soit on dit les départements prennent tout le médico-social, en gros pour les EHPAD, soit on dit ce qui relève des soins relève de l'État, ce qui relève de l'accompagnement à domicile relève du local. Et donc il y a certainement un split à imaginer sur cette partie-là. Et ensuite, moi je suis favorable à un gros transfert auprès des maires et des présidents d'intercommunalité. C'est le cas pour la politique de logement. Je n'ai jamais compris pourquoi l'APL était la même à Neuilly, où il y a peut-être 15% de logements sociaux, qu'à Troyes, où il y a 43% de logements sociaux. On a un niveau de revenu fiscal moyen qui est inférieur à la moyenne nationale. Donc j'aimerais pouvoir posséder cette capacité de gérer et de réguler l'aide pour le logement à l'échelle de mon territoire. Je pense qu'on peut parler de la politique culturelle aussi. L'essentiel des équipements culturels sont portés par les collectivités locales, plus par l'État. L'élément patrimonial, l'aide à la création, l'égal accès pour tous à la culture qui fondent des politiques culturelles, c'est souvent porté par les élus locaux. On peut mettre là dans le sport, tous les équipements sportifs, c'est porté par les collectivités locales. 90% de l'investissement, c'est de l'investissement local. Et les subventions qui demeurent et qui permettent au ministère des Sports éventuellement d'avoir un peu de tutelle sur tel ou tel fédé, ils peuvent très bien garder la tutelle sur les fédés, sur le plan de la lutte contre le dopage, la préparation des grands événements et tout décentraliser. Donc je suis favorable à une grande loi.
Je ne dis pas que ça marchera, c'est un autre schéma. Mais pourquoi je dis ça? D'abord parce que l'État est impuissant maintenant sur beaucoup de secteurs. Et si on veut reprendre la main, il faut l'alléger dans ses compétences. Donc c'est un transfert de compétences, c'est un transfert de moyens, c'est un transfert d'effectifs. Je suis également assez favorable à ce que, par exemple, les bâtis hospitaliers et une partie du personnel hospitalier viennent dans le giron des maires. Parce qu'au moment de la grande loi de décentralisation, à l'époque, les communes n'avaient pas les écoles. Après la décentralisation, les communes ont eu les écoles, les départements ont eu les collèges, les lycées sont venus dans le giron des régions. Eh bien, il faut imaginer en creux, si l'État était resté propriétaire de ces bâtis, qu'est-ce que ce serait devenu? Et on voit bien que l'effort local, parce que c'est au plus près du coin de la rue, permet d'avoir une plus grande efficacité de politique publique de proximité que de laisser cela dirigé par des administrations centrales. Ensuite, il y a une vraie réflexion sur le rôle à la place des agences qui ont déraciné l'État de ses missions essentielles en créant des responsables autonomes qui d'ailleurs rendent assez peu de comptes à l'État. Je me souviens encore comme ministre du budget, quand il fallait faire des rabots à 2,5 ou 5%, on avait un mal fou à avoir les comptes et on avait un mal fou à obtenir à la part de ces présidents d'autorités indépendantes l'acceptation qu'ils rentraient dans le cadre du débat de la loi de finances autour du budget national. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener. Et enfin, une fois qu'on a allégé l'État sur ses missions, on lui donne les moyens de se concentrer là où on l'attend. Et là où on attend l'État, pourquoi on accepte de confier à quelque chose de plus grand le soin de répondre à des missions qu'on ne peut pas satisfaire nous-mêmes? C'est le cas pour la sécurité, c'est le cas pour la défense, c'est le cas pour les services, c'est le cas pour la diplomatie. Tous ces éléments dits régaliens doivent être mieux portés et probablement améliorés, densifiés, budgétés. Et c'est un peu comme cela que je pense. Et la deuxième raison pour laquelle il faut une nouvelle organisation des pouvoirs publics, c'est qu'on voit bien les forces centrifuges qui dilatent le modèle français. Vous avez des débats en Alsace. J'ai même vu des débats en Alsace sur la problématique et la question. Certains ont pris des positions pour leur attachement à l'Allemagne. Quand on connaît l'histoire, ça fait réfléchir. Regardez comment le gouvernement a ouvert de manière maladroite, de mon point de vue, la problématique de l'autonomie corse, et vous verrez que ce sera jamais assez. Regardez comment, avec la loi Notré, le Pays basque a pu se constituer comme un bassin de vie de 400 000 habitants alors qu'il n'avait jamais pu le faire précédemment. Regardez comment les bonnets rouges ont grandi en Bretagne au moment de la problématique des portiques sur la taxe carbone, lorsqu'il s'est agi de fixer une participation pour la protection et la préservation de l'environnement. Mais vous pourrez prendre plein de régions, même en Savoie ou ailleurs, vous avez ces forces centrifuges. Donc si on ne veut pas se faire imposer un modèle qui ne soit pas dans la continuité de l'histoire française et un peu à la fédérale, comme ça existe un peu partout. C'est pour ça que je dis que le modèle français est très singulier et très particulier. Et je pense que dans vos études, vous apprendrez chaque année un peu plus à l'appréhender et donc à le maîtriser. L'Espagne, c'est un système de région. L'Italie, c'est un système de province. L'Allemagne sont des Länder. Ils ont une très grande autonomie de puissance. Et l'État, lui, il se résume à des grandes directions et aux régaliens. Mais le modèle fédéral n'est pas le modèle français. Donc si on ne veut pas aller vers un modèle fédéral dont on pense qu'il ne correspond pas à notre histoire, mais si on considère, deuxième élément de réflexion, que le statu quo est insatisfaisant, alors il faut inventer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, et c'est une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Bonsoir. J'avais une question un peu plus politique. Est-ce que dans 2 ans, il y a les élections municipales? Est-ce que vous plaidez ou est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des alliances entre les Républicains et Renaissance, Horizon, le MoDem pour les élections municipales? Parce que j'ai bien compris que vous en vouliez pas trop au niveau national, mais pour les élections municipales qui seraient, pour moi, la seule manière que LR et la majorité présidentielle gagnent des villes, ou conservent les villes en tout cas. Bon, les dernières municipales, elles ont été très favorables aux LR. Ce sont les LR et leurs alliés locaux qui ont gagné très largement les élections municipales. Les LR dirigent 56% des villes de plus de 10 000 habitants. 56%. Donc le pouvoir local, il est LR. C'est ça le curieux paradoxe. Et le pouvoir, je dirais, central, il est majorité présidentielle, il est Macron et ses alliés. Mais le pouvoir local, il reste très largement enraciné dans des élus qui, par les problématiques d'incarnation, n'ont pas pu concurrencer la première élection de Macron. Je veux dire, s'il n'y a pas l'affaire Fillon, on va le dire comme ça,
le sens de l'histoire de cette élection aurait été naturellement différent. Il n'y a pas l'affaire Fillon, c'est la droite qui garde le pouvoir et il n'y a pas cette problématique, enfin qui revient aux affaires, et il n'y a pas cette problématique. Après, l'élection présidentielle, elle est tellement structurante dans le débat politique qu'elle est la plus importante. Mais les élections locales, pour moi, sont les plus essentielles parce que c'est là où il y a le plus d'investissement. Retenez qu'une année française d'investissement, c'est 65-70 milliards. 75% de ces 70 milliards, c'est effectué par les communes, par les intercommunalités à l'échelle publique. Le reste, les 9-10 milliards, 15 milliards maximum que l'État peut faire, il le fait un peu dans la défense. Et donc l'acteur local ou l'acteur majeur qui développe le pays, c'est le maire. Et qui dirige ces mairies, aujourd'hui, une très grande majorité LR, une autre majorité, le Parti socialiste. Donc on peut dire que c'est le monde d'avant. La vérité, c'est que c'est le monde de toujours et ce sera le monde d'après, puisque ce sont des courants de pensée qui répondent à des besoins par rapport à une gauche, etc. Ensuite, les alliances, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'une stratégie nationale de créer des alliances, puisqu'elles se font à l'échelle locale. Il n'y a pas un maire qui peut imaginer uniquement sur son étiquette politique. Et d'ailleurs, il n'y a pas un maire qui fait une campagne sur son étiquette politique. Moi, à Troyes, tout le monde sait où je suis. Voilà, je suis un mec de droite, pour certains ultra-réactionnaires, pour d'autres gentiment conservateurs, pour d'autres encore aimablement social, pour d'autres enfin naturellement gaullistes. Voilà, ça dépend du secte et la manière dont on regarde mon parcours et mon action. Mais j'ai toujours rassemblé. Je suis élu la première fois en 95, j'ai 29 ans. La fois suivante, j'ouvre la porte, alors non pas à centre droit, style Horizon, Édouard Philippe, Bayrou, etc., mais à la tête de liste qui était contre moi, socialiste, au premier mandat. Il était en désaccord avec la ligne de son parti. C'était une personnalité que je respectais beaucoup parce que c'était un socialiste très à l'écoute. Je trouvais qu'il apportait. Je lui ai proposé de faire équipe avec moi. Je n'ai pas attendu Macron, qui était probablement étudiant à l'époque, pour ouvrir. Et on est très nombreux à avoir ouvert le jeu avec d'autres personnalités. Mais pour un échelon local, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse au vestiaire ces engagements militants, on se met autour de la table avec les adjoints, on discute de ce qui est utile pour la ville, on discute avec les habitants, et puis voilà, même pour des grandes villes, c'est possible. Voilà, on peut ouvrir le jeu. Et je l'ai fait ensuite avec des gens qui étaient sur des listes d'opposition, plutôt écolos d'ailleurs, et je trouvais qu'ils apportaient, parce que le tropisme d'un regard particulier permet, dans une discussion globale avec une direction, il ne faut pas s'éloigner du cap, mais d'améliorer le quotidien. Voilà, et tous ces gens ont beaucoup apporté dans mes équipes. Donc moi, j'ai toujours ouvert le jeu à Troyes, je continuerai de le faire, et donc je n'aurai pas de problème pour prendre telle ou telle personne, à la condition que les règles soient extrêmement claires. Quand on appartient à une majorité, voilà, on vote une fois que les arbitrages sont effectués. Si on a des doutes sur la majorité, on s'abstient. Si on ne s'abstient pas et qu'on vote contre, ça veut dire qu'on est dans l'opposition. Et donc, il faut que les règles du jeu soient claires. Mais je pense que dans chaque ville, c'est plutôt une addition de personnalités qu'un accord de partis politiques au niveau national, pour répondre précisément à votre question. Alors, je m'interdirais bien de choisir les personnes. Voilà, je pense que le micro... Merci. Bonjour, merci Monsieur Barouin de votre conférence. Alors ma question aussi, elle va être plus politique pour le coup. J'aurais plein de questions à vous poser, mais j'ai pas le temps. Il y a un moment donné, vous avez parlé, Paul vous a posé la question de l'union des droites et de l'extrême droite notamment. Vous avez parlé de Zemmour notamment comme d'une personne qui mettait plus la religion au centre du jeu. Et de manière générale, vous avez dit que ces mouvances étaient respectables. Enfin, personnellement, je ne m'y attendais pas, dans le sens où comment vous, qui êtes un gaulliste, comme vous, enfin un chiracien, mais donc par extension un gaulliste, pouvez être si peu, comment dire, si peu dans l'adversité, avec donc des gens que votre famille politique s'est construite absolument contre. Le chiracisme de la victoire face à Jean-Marie Le Pen, etc., etc. Et ça m'amène à une question générale. Est-ce que la droite est toujours gaulliste aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt dans une stratégie de se dire on reprend les idées qui flambent aujourd'hui au Rassemblement national et on essaie de faire plus respectable?
Parce que malheureusement, je crois qu'avec cette dynamique-là, en tant qu'observateur extérieur, je le précise quand même, mais je crois que ça a mené à un résultat qui n'est pas le simple fait de la candidate. Alors, si vous avez conclu ce que j'ai dit comme je regardais Zemmour avec intérêt, je me suis très mal exprimé, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. On va aller à l'essentiel. Certains ont dit à gauche qu'il y avait des gauches irréconciliables. Voilà, moi je pense qu'il y a des droites inconciliables. Voilà. Et je pense que les LR, avec son histoire, sont capables de reparler à des gens qui sont allés voter chez Zemmour, mais qui étaient chez nous. De reparler à des gens qui sont au Rassemblement national, mais qui étaient chez nous. Tout le nord de la France, l'Est, Rhône-Alpes et le Sud, sont des gens qui votaient à droite. Le remplacement politique aujourd'hui, il a été effectué pour une part par le Rassemblement national, au détriment des LR sur des positions, je dirais, géographiques et politiquement, historiquement les nôtres. Donc, si on veut redevenir majoritaire, il va quand même falloir trouver les moyens de faire revenir ces gens chez nous. Il ne s'agit pas de faire d'alliance et porter la religion. Il n'y a pas que ça que porte Zemmour. Tout son discours que je trouve extraordinairement violent sur la théorie du grand remplacement, la dimension civilisationnelle, c'est pas, je ne partage pas une seconde, non pas le fruit de sa rhétorique qui est toujours incroyablement, ou qui se veut percutante, mais qui en réalité ne fait que alimenter, attiser les douleurs et les divisions. Voilà. Nous, on est là pour rassembler, mais on doit rassembler sur nos valeurs. Donc, en aucune façon, je suis favorable à un accord, en aucune façon, je suis favorable à des rapprochements, et en aucune façon, je pense que ça n'est possible, en plus. Voilà, mais les gens, ils sont bien répartis. Il y a des gens de droite chez Macron, il y a des gens de droite chez Zemmour, il y a des gens de droite au Rassemblement national. Si on n'est pas capable de porter des projets qui répondent à la réalité de l'évolution du pays, ben dans ce cas-là, c'est plus la peine de faire de la politique, en tout cas pour les LR, d'aspirer un jour à devenir majoritaire. C'est ça la question. C'est comment, dans l'état actuel du pays, on offre quelque chose susceptible de rassembler, de créer une dynamique qui permettra aux LR de retrouver la position qui doit être la sienne, c'est une capacité de diriger. Ensuite, est-ce qu'il y a des porosités d'idées? Je ne crois pas. Je crois que les problèmes qui sont posés aujourd'hui sont d'une nature un peu différente. Mais si on prend le RPR dans les années 80, alors moi j'étais encore étudiant, mais les positions du RPR sous Chirac, hein, avec Pasqua et autres, sont des positions qui étaient très dures. Si vous les relisez, si vous connaissez ces positions, c'était immigration zéro, etc. Et c'était dans le débat public. Donc, au fond, il ne faut pas se laisser mettre dans les cordes dans le débat. Il faut juste regarder lucidement les problématiques qui sont posées, lucidement la réalité de ce qui se passe dans notre pays, et essayer d'être pragmatique, sans être idéologique, sans être violent, sans être excessif, mais avec beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. Et la question migratoire, c'est pas parce que le Rassemblement national, le Front national ou les Le Pen dans la petite entreprise familiale l'ont évoqué qu'il faut s'interdire d'en parler. La problématique de la gestion de nos quartiers, du développement du trafic de stupes, c'est pas aller sur le terrain du laxisme, c'est constater que c'est une réalité dans toutes les villes et pour lesquelles il faut également beaucoup de sécurité. Mais c'est pas parce qu'on parle de sécurité qu'on devient Front national quand on est de droite. C'est pas parce qu'on parle d'immigration qu'on devient Front national quand on est de droite gaulliste. C'est la réalité d'un pays qui s'interroge sur son avenir et pour lequel il faut probablement considérer que le « en même temps » aura été une mauvaise réponse à un mauvais moment dans tout ce qui est régalien. Il faut trancher, il faut faire des choix. Et il faut porter ce débat au niveau européen sur beaucoup de secteurs. Mais pour moi, et je vais le dire très clairement, voilà, il y a des droites inconciliables, celles-ci en font partie. Bonsoir, Monsieur Barouin. Vous avez revendiqué plusieurs fois votre gaullisme pendant cette conférence. Ma question est donc la suivante sur un sujet d'actualité. Est-ce que, comme De Gaulle, vous êtes partisan d'une solution à 2 États pour régler le conflit israélo-palestinien? Merci. Oui, c'est évidemment la position française constante. C'est celle qui est probablement d'évidence. C'est celle qu'il faudra remettre certainement dans le débat assez rapidement. J'espère que les diplomates internationaux travaillent, je le crois, je pense, d'ores et déjà sur un processus en effet de stabilisation de 2 États qui peuvent coexister l'un à côté de l'autre en paix. Le processus des accords d'Abraham était un processus qui était une première étape vers une stabilisation autour de cet objectif, et c'est celui qui est le plus raisonnable et le plus responsable, aujourd'hui encore, malgré ce qui se passe.
Ah oui, vous n'allez donc pas dîner, quoi. Bonsoir. Donc, ma question porte plutôt sur le fait que vous ayez été ministre des Outre-mer. On n'en a pas beaucoup parlé. On sait que ce sont des territoires qui sont très souvent délaissés par le pouvoir central, que ce sont des anciennes colonies qui cherchent pour beaucoup leur indépendance. Je pense par exemple à la Polynésie française qui a élu cette année des indépendants, qui en a placé au pouvoir. À votre avis, quel pourrait être le futur de ces territoires qui sont, je ne sais pas s'ils sont de plus en plus délaissés par la métropole, mais en tout cas ils le sont, et je crois qu'ils en souffrent beaucoup. Donc comment peut-être les réconcilier ou alors les laisser partir si c'est leur souhait. Voilà. Oh, c'est un sujet. D'abord, félicitations d'y porter un intérêt, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que vous avez raison, et j'ai dit d'ailleurs dans les expériences qui étaient les miennes, peut-être étiez-vous là, que le ministère que j'ai préféré le plus, c'était le ministère de l'Outre-mer, à raison de sa dimension humaine. D'abord, il faut bien voir que ces territoires, alors oui, ce qu'on disait, c'était les confitis de l'Empire, parce que la France était une puissance coloniale, et puis après, il y a eu un processus de décolonisation. Il ne faut jamais oublier que ceux qui sont restés ont choisi de rester, hein. Le débat sur Mayotte aujourd'hui, c'est le débat sur un archipel des Comores qui, en 1976, au moment d'une consultation référendaire, a amené 3-4 îles à décider l'indépendance et une autre à rester française. Et d'ailleurs, la tension qu'il y a aujourd'hui sur Mayotte, c'est que, comme c'est resté français, ça a été mieux protégé, plus attractif, un dispositif de santé, des infrastructures, de l'investissement, des voies de communication, un cadre général. Et donc la France a été un élément d'accompagnement positif de cette partie de territoire. Même chose aux Antilles, même Aimé Césaire, même d'autres ont créé les conditions de l'acceptation d'une départementalisation de ces territoires. Alors après, moi j'ai été confronté à ces débats. Vous parliez de la Polynésie française. Quand j'étais ministre de l'Outre-mer, nous sommes en 2005, le président était Oscar Temaru et il était indépendantiste. Il était indépendantiste pour des raisons de trajectoire personnelle. C'était une personnalité assez puissante. Il était déjà en place, donc je parle de quelque chose d'il y a presque 20 ans. Donc ça a toujours existé. Ce courant autonomiste ou indépendantiste a toujours existé. Et en fait, je partageais avec vous un souvenir. M'avait reçu, j'étais président du pays, j'étais ministre de l'Outre-mer, j'étais resté 6 jours, allé dans tous les archipels, et on me reçoit. Et donc il commence à me parler, et puis il me dit: qu'est-ce que vous faites comme sport? Je dis: bon, très bien. Et vous êtes parti où en vacances? Je dis: bon, très bien. Donc après, il me parle du niveau de jeu de sa fille qui était, je sais pas, 4-6 ou 3-6, ce qui était quand même vachement bien en niveau tennis. Deuxième série, bon, donc ça prend 10 minutes de conversation. Ensuite, lui me parle de ses vacances. Donc en général, il allait en Australie ou ailleurs, un peu en Chine. Bon, très bien. Le temps tourne, on avait 3/4 d'heure d'entretien. Enfin, je vous dis ça, c'est un peu comme si c'était Pierre Desproges avec cette comédienne magnifique où il lui parle de sa couture alors qu'elle avait écrit, c'était Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, donc c'était aussi ridicule que cela. Et puis à la fin, il me remet une enveloppe, puis il me dit: vous les lirez quand vous rentrerez à la préfecture, enfin en l'occurrence au commissariat. Quand même, avant de sortir, j'ouvre, et c'était une demande de déclaration d'indépendance. Voilà. Et alors après, il ouvre les portes, et là, il y avait 300 journalistes, notamment tous les journalistes du Pacifique, qui dit: alors, monsieur le ministre, comment vous réagissez à la demande d'indépendance de la Polynésie? Et dans le voyage pour aller en Polynésie, ce qui permet de lire beaucoup de bouquins, parce qu'il y a quand même 24 heures, et j'en avais lu un qui était un poète polynésien, et qui expliquait en fait un peu toute l'histoire, et qui disait, dans les périodes les plus tendues avec l'État français, et donc ce qui apparaissait comme colon, il disait, au fond, vous, ministre de l'époque, pas en l'occurrence moi, mais vous, si vous étiez venu chez nous, nous vous aurions accueilli à bras ouverts, mais vous êtes ici venu chez vous, et nous ne savons pas comment vous accueillir chez vous. Donc cette première phrase m'avait marqué. Et la deuxième, sa conclusion de ce poème qui était magnifique, c'était de dire: mais au fond, on peut être soi-même en étant ensemble. Et c'est ça la vraie question que l'État doit se poser, la République et les représentants de la République, c'est comment créer les conditions vis-à-vis de tous ces territoires qui certes sont les lointains de la métropole, mais qui ont un vrai attachement à la République et aux valeurs de la République, qui expriment aussi une position de la France et un besoin de France. Comment créer les conditions par des politiques publiques de soutien? Et ça en vient à la pertinence de votre question. Est-ce que la France en fait assez aujourd'hui? Est-ce que l'État en fait assez
pour que cette maxime, être soi-même en étant ensemble, demeure et permette de faire vivre le rayonnement de la France, mais surtout permet d'accompagner ces populations avec une vraie volonté d'élévation pour eux et pour leurs enfants. Après, les projets indépendantistes, ils sont tous revisités. Regardez en Nouvelle-Calédonie, il y avait des indépendantistes de la génération de Niaoutine et de quelques autres, qui sont des personnalités éminentes. La Calédonie, c'est très grand. Hein. Enfin, bon, vous avez le nord, c'est la Kanaki, donc c'est les Kanaks. Le sud, c'est Nouméa, et c'est ce qu'on appelle les Caldoches, c'est-à-dire des gens de métropole venus assurer le développement de l'île. Il y a eu des très fortes confrontations. La nouvelle génération Kanak n'a pas la même définition d'indépendance ou d'approche d'indépendance que la génération de leur père ou de leur grand-père. Ça ne prend pas la même signification, ça ne prend pas le même débat. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faut donner le plus de moyens possible à l'ensemble de ces territoires et de leurs dirigeants, quelle que soit leur option personnelle, de s'enraciner dans l'environnement régional immédiat qui est le leur. Voilà, il ne peut pas faire la même chose. Et qu'il faut aussi accepter d'adapter les éléments du droit commun, et la Constitution le permet, aux singularités ou aux difficultés auxquelles sont confrontés ces territoires. Lorsque j'étais ministre de l'Outre-mer, tout chiracien que j'étais, j'avais ouvert le débat sur le droit du sol. Je ne l'ai pas ouvert pour remettre en cause la Constitution, puisque à l'époque, Mayotte était une collectivité d'outre-mer, relevait de l'article 74 de la Constitution, et l'article 74 permet d'adapter aux situations particulières tendues locales le droit sans modifier la Constitution. Donc on pourrait parfaitement imaginer, par exemple, qu'à Mayotte, la maternité de Mamoudzou soit un hôpital international avec une extraterritorialité qui permettait d'accueillir les mamans comoriennes qui venaient, au fond, accoucher là, sans créer les conditions d'automaticité de l'acquisition de la nationalité qui aujourd'hui fait que vous avez plus de 50% de la population qui se retrouve dans un niveau de tension et d'inacceptation. Donc notre Constitution, notamment pour les collectivités d'outre-mer, permet beaucoup de souplesse, beaucoup de pragmatisme. Et là, je pense qu'il faut beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'accompagnement pour permettre à ces territoires, où il y a des vrais leaders et des gens de très grande qualité, d'être au fond les représentants, les ambassadeurs de ce qui est bien pour leur territoire. Merci pour votre réponse. On va passer à une dernière question. Bonsoir, Monsieur Barouin. J'avais d'abord une question pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport au Rassemblement national. Quelle est exactement la ligne de démarcation entre le dispositif idéologique des Républicains sur la question migratoire et celle du Rassemblement national? Et ensuite, j'avais une deuxième question. Tout à l'heure, vous avez parlé de Jean-Michel Blanquer, qui est un ami à vous. Il est parti chez Macron. Et donc, je voulais savoir, en politique, est-ce qu'il y a des amitiés? Et est-ce que du coup, les amitiés, elles dépassent les camps politiques? Et est-ce qu'au sein même du parti, où justement il y a les inimitiés les plus fortes, puisqu'il y a une concurrence pour le pouvoir, comment est-ce qu'on se place au niveau des relations humaines personnelles? Oui, alors ça c'est le grand mystère, hein, c'est le cœur de l'affaire, ça. Non, sur Blanquer, on était en culotte courte, on a 8 ans, hein, donc et lui n'était pas un politique ou un pur politique comme moi, en fait. C'était vraiment un très grand spécialiste. Il a été recteur d'académie, il a été directeur général de l'éducation nationale, donc il était assez logique qu'il soit appelé. Et pour vous dire les choses, mais je l'avais dit à l'époque, en plus j'étais le leader de la droite et du centre pour les législatives juste après l'élection de Macron pour la première fois. Si on avait gagné les élections, il aurait été l'un de nos candidats pour le ministère de l'Éducation aussi. C'est sa technicité, son professionnalisme, sa compréhension des problématiques de l'éducation nationale qui en faisait un candidat incontournable. Donc je ne le mets pas dans le même sac, si vous voulez, que les questions qui m'ont été posées précédemment ou ceux qui, comme Chirac le disait, voilà, une fois que les grenouilles sautent de la brouette, c'est très difficile de les ramener à l'intérieur. Donc je ne le mets pas dans le même sac que les grenouilles qui ont sauté de la brouette, soit au moment de la formation du premier gouvernement de Macron, soit au moment de la formation du gouvernement Attal, pour dire les choses. Voilà. C'est un spécialiste très reconnu et qui aurait eu sa place sans sectarisme dans de très nombreux gouvernements. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'amitié en politique? Oui. Ce n'est pas là où on a les meilleurs amis non plus.
Est-ce que c'est dans les mêmes familles qu'il y a les plus grandes tensions? Oui, parce que c'est là où on se connaît le plus et le mieux, donc c'est là où évidemment les rapports de force sont les plus puissants. Et puis à l'intérieur d'une famille qui gouverne, il y a toujours une compétition. On disait pour la famille gaulliste à l'époque qu'on s'en mettait plein la tête, mais on chassait en meute. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas des enjeux majeurs, il y avait des grandes compétitions, des grands débats. Moi, j'ai assisté au moment de Maastricht à des guerres de mots, de vocabulaire, de discours, de tensions entre d'un côté Juppé, Balladur, Sarkozy, qui étaient sur la même ligne en faveur de la ratification du traité de Maastricht, et de l'autre Séguin et Pasqua. Et ça a été des débats très intenses. Donc là, il y avait des forces que je qualifiais de centrifuges tout à l'heure à propos du modèle français qui existait vraiment dans notre famille politique. Mais à la fin, on se rejoignait sur l'essentiel et sur la nécessité de diriger le pays. Donc c'est ça qu'il faut être capable de faire, c'est-à-dire d'organiser des débats sans que ce soit les courants, comme ça a été au Parti socialiste et qui a en fait creusé la tombe du PS dans son histoire et sa construction, et qui ne soit pas uniquement que des questions de personnes. Après, l'ambition des personnes, elle est légitime. Il faut juste qu'elle soit bien canalisée et de manière respectueuse. Mais bon, si votre question, c'est de savoir si en faisant Sciences Po et en faisant de la politique derrière, vous aurez vos meilleurs copains du samedi soir, pas clair. Pas clair. Malheureusement, notre conférence arrive à son terme. Nous vous remercions encore pour votre présence. Peut-être que M. Barouin peut nous dire un mot de la fin pour conclure. Non, merci à vous. D'abord, merci de votre disponibilité. Je suis admiratif de votre capacité de résistance au dîner qui vous attend depuis 2 heures. Et je vous souhaite bonne chance à tous dans vos études et puis bonne réussite dans tous vos projets personnels. Merci pour votre accueil. Merci.